Ça demande un engagement tellement fort qu'il ne faut pas y aller à la légère et il faut avoir bien mûri son idée. Bonjour, je m'appelle Alexandre Seux, j'ai 34 ans et je suis le fondateur de la société Temo qui produit et commercialise des moteurs électriques pour bateaux. Temo, c'est une société qui est basée à Nantes. On est 5 et on conçoit, on commercialise des produits pour usage nautique. C'est des moteurs électriques qui ont vocation à propulser des petites barques, des annexes, des petits voiliers. Et donc notre marché principal, c'est les annexes de bateaux qui permettent de rejoindre le bateau principal et qui n'a pas toujours accès à la plage. On utilise des petites annexes qui sont propulsées à la rame ou avec des moteurs thermiques. Et donc, Temo veut remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques pour diminuer l'impact carbone de la plaisance. J'ai commencé par un DUT technique de commercialisation à l'université de Rouen. J'ai fait une licence éco-gestion en Erasmus à Istanbul. Après, j'ai fait une école de commerce qui était l'EDEC à Lille en 2010. J'ai commencé mon parcours professionnel par un VIE d'1 an pour Canal+ en République démocratique du Congo. Je suis parti 1 an en Thaïlande pour faire de la communication et du marketing pour un chantier qui faisait des catamarans à voile. J'ai fait ensuite 2 ans de tour du monde à la voile sur un bateau de 6,50 m avec un ami. Et donc, j'ai passé après 3 ans au Sri Lanka où j'ai géré un chantier naval qui produisait des catamarans qu'on mettait en location pour organiser des croisières autour du Sri Lanka pour des touristes européens et asiatiques. Et quand je suis rentré, donc c'était en 2017, j'ai fait 2 ans en tant que responsable d'une marque de bateaux qui faisait des catamarans à usage touristique. Et donc en 2018, j'ai eu l'idée de créer ma propre société. Donc j'en ai parlé avec mon patron à l'époque qui m'a donné un peu de temps libre sur mon emploi du temps professionnel pour développer mon idée et créer ma société qui était donc active à partir de décembre 2018. Ça faisait 10 ans que je voulais monter une société. J'avais fait un master en entrepreneuriat à l'EDEC. Et donc, j'avais ça en tête depuis le début. Mais il ne s'agit pas juste d'avoir une idée pour monter une boîte. Il faut avoir une idée, il faut avoir un bon réseau, il faut avoir les bons partenaires, il faut avoir une situation personnelle qui le permette. Et puis, il faut à un moment être capable de s'engager assez fortement dans ce genre d'aventure. Et donc, les planètes se sont alignées finalement pour moi 8 ans après la fin de mes études. Et je pense que c'est dû au fait que j'avais un réseau assez développé dans le nautisme qui m'a permis finalement de commencer assez rapidement le développement de mon idée. Et donc, je dirais que c'était pas un virage professionnel parce que je m'embêtais dans mon boulot, mais c'est bien parce que j'aspirais depuis 8 ans à créer ma société qu'à un moment, les planètes se sont alignées et que j'ai sauté sur l'occasion pour le faire fort de 8 ans d'expérience dans le nautisme. Alors moi, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, je suis un plaisancier. Depuis 30 ans, je fais du bateau. Quand j'ai fait mon tour du monde à la voile, j'ai vu les problématiques qu'il y avait autour de la propulsion des annexes, puisque chaque bateau a une annexe et que c'est toujours très difficile à manœuvrer. Et j'ai vu aussi des personnes qui arrêtaient de naviguer à cause de cette problématique justement de la propulsion des annexes, puisque les moteurs thermiques sont lourds, sont polluants, sont source de pollution sonore et environnementale. Et donc, j'ai eu envie, moi, de participer un peu à la transition énergétique de la plaisance en France et en Europe. Et donc ça, c'était une motivation, je dirais, un petit peu par rapport au produit, par rapport à ce que je faisais. Après, il y avait l'envie d'entreprendre, comme je disais tout à l'heure, depuis 8 ans, qui me donnait envie d'être indépendant, de gérer le développement d'un produit que j'aurais imaginé personnellement, l'envie de créer une équipe de travail pour faire ça à plusieurs. Donc voilà, il y avait l'envie de participer à la transition énergétique du secteur de la plaisance et l'envie d'être autonome, indépendant, d'être chef d'entreprise qui était derrière ma tête depuis un certain temps. Quand on monte une entreprise, évidemment, on se fait aider, je dirais, quasiment chaque jour. Et donc, les aides, en fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter, mais il y a des aides psychologiques qui sont les soutiens de la famille, des amis dès le début de l'aventure. Après, il y a les aides financières de ceux qui ont investi dans le projet rapidement pour m'aider à faire des développements. Il y a des aides publiques au niveau, par exemple, de la Banque publique d'investissement, la BPI. Il y a des aides au niveau de la région, qui sont des aides en accompagnement et des aides en
en avance de trésorerie, par exemple, en subvention. Il y a des aides de réseaux comme les Technopoles, Atlampol à Nantes notamment, qui fait de l'accompagnement de start-up avec des conseils et des ateliers pour grandir dans cette création d'entreprise. Il y a des réseaux comme le réseau Entreprendre qui apporte d'une part un prêt d'honneur qui permet de financer les premiers développements et d'autre part un accompagnement qui fait que pendant 2 ans, on n'est pas tout seul en création d'entreprise. Et puis, il y a évidemment les aides qui sont liées aux ressources humaines de l'entreprise. Mais moi, je me suis associé rapidement avec Justine Pérussel qui est à temps plein dans l'entreprise. On est en tout 5 et c'est des gens qui participent au quotidien au développement de Temo. Et puis, il y a les partenaires industriels, il y a les fournisseurs, etc. Donc oui, on a de l'aide à tous les niveaux, quasiment tous les jours. On se fait aider et sinon, ce serait impossible. Aujourd'hui, on sous-traite la production à un partenaire industriel qui est à Carquefou, près de Nantes. Et donc, on a une centaine de composants qui arrivent majoritairement de France et on a 30% des composants qui viennent d'Asie. Donc, on commande l'ensemble de cette nomenclature qui est réceptionnée chez notre sous-traitant industriel qui, lui, fait l'assemblage du produit. On fait, nous, ensuite, le contrôle qualité, certains tests de qualification et on gère l'expédition pour livrer nos clients en temps et en heure avec la qualité attendue. Aujourd'hui, nous, on s'adresse aux plaisanciers et aux pêcheurs. C'est des gens qui ont un bateau, qui ont besoin d'une annexe et qui n'ont pas envie d'utiliser un moteur thermique pour faire ces petits transferts. Donc, on a un produit qui est beaucoup plus léger que les moteurs existants, qui fait moins de la moitié du poids des moteurs concurrents. Donc, voilà, on s'adresse à des gens, en grande partie, qui sont retraités ou proches de la retraite, qui ont du temps pour naviguer. C'est en gros l'homme, une soixantaine d'années, qui navigue beaucoup et qui a besoin de s'enlever une souffrance dans sa pratique. Il y a 2 grosses sources de concurrence. Il y a les moteurs thermiques historiques qui sont sur le marché depuis 30-40 ans. Donc, c'est les moteurs hors bord, tout le monde connaît, qu'on voit sur des petites barques, etc. C'est des moteurs qui sont polluants, qui sont lourds, qui sont source de rejet d'hydrocarbures dans la mer avec des mares d'huile ou des mares d'essence autour du bateau. Et c'est des moteurs qui sont difficiles à installer. Par contre, ils sont pas très chers et ils sont dotés d'une autonomie quasiment illimitée puisqu'il s'agit de rajouter de l'essence et puis on continue à naviguer autant qu'on veut. Et l'autre partie de la concurrence, c'est les moteurs électriques qui, pour la plupart, ont copié les designs et l'architecture des moteurs thermiques historiques, donc qui sont des bons moteurs avec la bonne technologie, mais qui n'ont pas innové dans l'usage, dans l'ergonomie. Et donc, c'est là que nous, on se différencie, c'est qu'on a un moteur qui est 2 fois plus léger que les 2 catégories de concurrents que je viens de citer, qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus rapide à installer, beaucoup plus facile à transporter. Et après, évidemment, il y a les rames et les godilles, mais ça, pour nous, c'est pas des concurrents, c'est des outils qui sont indispensables et qui doivent être continués à être utilisés autant que possible, puisque tant qu'on peut utiliser un morceau de bois pour propulser une annexe, il faut continuer à le faire et on passe à la propulsion électrique, soit quand il y a des conditions qui sont pas négociables avec des rames, soit quand on est trop âgé, quand on peut continuer à ramer ou à godiller. On a 2 sources principales pour trouver des nouveaux clients. Il y a d'une part notre site internet et toutes les campagnes de communication en ligne et hors ligne qu'on peut faire. Donc on va les trouver sur les réseaux sociaux, on va les trouver sur Google, on va les trouver sur les magazines spécialisés dans lesquels on peut communiquer, comme Voiles et Voiliers ou Voile News ou autres, dans lesquels on peut faire un peu de publicité. Donc ça attire des clients sur notre site internet, qui est un site marchand, donc les gens peuvent acheter directement dessus. On fait ça en France, on fait ça aussi en Europe, donc en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie. On arrive à attirer des gens sur notre site internet. Et l'autre source clientèle pour nous, c'est les gens qui vont en magasin. On a aujourd'hui une quarantaine de revendeurs, des magasins qui ont des Temo en stock et qui vendent à des clients particuliers qui sont passés dans leur magasin et qui ont vu le Temo et qui l'ont acheté en magasin. On a eu toutes sortes de blocages, évidemment. Donc, il y a des blocages en propriété industrielle, c'est-à-dire d'abord, il faut vérifier que le brevet ou que l'innovation qu'on a en tête n'a pas déjà été inventée par quelqu'un d'autre et n'est pas protégée par un brevet qui nous empêcherait de développer notre produit. Donc là, il y a des blocages puisqu'il y a certaines technologies qui sont brevetées, certaines protections électroniques qui ont été protégées aussi qu'on ne peut pas utiliser. Donc, il faut réinventer un petit peu la partie techno. Après, il y a des blocages
en financement. Moi, je devais faire une levée de fonds importante en mars 2020 et le confinement et la crise sanitaire étant arrivée, la levée de fonds n'a pas pu se faire. Donc, il a fallu repartir sur un nouveau modèle de financement et on a réussi finalement à lever des fonds en mai 2020, donc seulement 3 mois plus tard et c'était au milieu du confinement, donc c'était plutôt une réussite grâce au niveau d'avancement du produit. Et puis aujourd'hui, on fait face à des blocages qui sont d'ordre fournisseur, approvisionnement et toutes les tensions qu'on connaît. Alors il y a eu l'Evergreen évidemment qui a bloqué le canal de Suez, mais au-delà de ça, avec la reprise économique à l'échelle mondiale, il y a énormément de tensions sur les matières premières, sur les cartes électroniques, sur l'aluminium. Et nous, c'est des composants qu'on utilise tous les jours. Donc depuis par exemple 3 semaines maintenant, on est en rupture des stocks à cause des tubes aluminium qui n'arrivent pas puisqu'il y a trop de tensions sur l'aluminium en ce moment et donc on n'a pas de quoi assembler nos moteurs. Donc voilà, il y a des blocages un peu à tous les niveaux, mais la propriété industrielle, le financement et la technique, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement. Alors non, moi je pense avoir été assez chanceux dans le parcours de création d'entreprise parce que j'ai pas eu de grosses désillusions, pas eu de grosses déceptions. Je dirais qu'il y a des difficultés que je viens de nommer, il y en a d'autres autour des ressources humaines, autour des banques, autour de la réglementation, etc. Mais il n'y a pas de sujets majeurs qui sont très entravants. Peut-être un peu au niveau des douanes, par exemple, c'est des sujets qui sont compliqués à gérer, au niveau de l'URSSAF, des sujets comme ça qu'on n'a pas l'habitude de gérer, qui sont pas forcément très intéressants. Quand on est câblé pour créer une entreprise, on n'a pas forcément eu de gérer les impôts, etc. Mais l'entrepreneuriat étant un sujet global, on doit s'intéresser à tous les sujets et il n'y a pas de désillusion. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire, mais il faut s'y coller parce que c'est essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais non, je dirais que j'étais assez épargné par des sujets hyper décevants, quoi. Moi, je pense que le seul truc que je peux dire avec un retour d'expérience après 3 ans dans la création d'entreprise, c'est que c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. On peut pas dire du jour au lendemain, je vais créer ma boîte parce que c'est un sujet qui est complet, qui demande une implication totale, qui a des difficultés qu'il faut être capable de surmonter. Ça demande un engagement tellement fort qu'il faut pas y aller à la légère et il faut avoir bien mûri son idée. Et puis, l'autre conseil que je pourrais donner aussi, c'est de pas forcément démissionner pour créer une entreprise, mais bien créer son entreprise, puis démissionner au bon moment parce que le temps de création est très long et il faut bien l'avoir en tête parce que quand on démissionne, après, il y a des sujets financiers qui interviennent au niveau des revenus, etc. Et il faut avoir calculé tout ça pour qu'au moment où on n'a plus le chômage, on n'a plus d'aide, et l'entreprise qu'on a créée soit capable de nous financer. Donc, il faut avoir bien pensé son truc.